L'appel est arrivé 3 jours avant le réveillon du Nouvel An alors que j'étais en vidéoconférence avec mon bureau de Singapour. J'ai vu le nom de maman clignoter sur mon téléphone et j'ai failli refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Emma, je dois te parler du Nouvel An. Son ton était celui qu'elle utilisait pour annoncer des nouvelles qu'elle s'attendait à ce que j'accepte sans discuter. Nous faisons quelque chose de différent cette année. J'ai coupé le micro de mon ordinateur portable. D'accord. Ton frère Marcus a été invité dans la propriété de son patron dans les Hamptons. Jackson Reed. Tu as sûrement entendu parler de lui. Le milliardaire de la tech qui a fondé Nexus Systems. Je connais Jackson Reed. Eh bien, Marcus a joué un rôle déterminant dans leur nouvelle division IA. Etage M. Reed organise une célébration de réveillon très exclusive. Il a dit à Marcus d'amener sa famille. Mais Emma, ce sont des gens sérieux, des milliardaires, des cadres de la tech, des investisseurs en capital risque, le genre de personnes qui façonnent les industries. J'ai attendu, sachant déjà où cela menait. Donc, nous pensons qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette fois-ci. Rien de personnel, ma chérie, mais tu es dans le milieu universitaire. Ces gens opèrent dans une stratosphère différente. Marcus doit faire bonne impression, et avoir sa sœur là-bas. Enfin, tu comprends. Quelqu'un pourrait te demander ce que tu fais, et j'enseigne l'éthique des affaires dans une université d'État n'est pas exactement assez impressionnant. J'ai fini? Je savais que tu comprendrais. On fera quelque chose avec toi en janvier. Peut-être un brunch. Bien sûr, maman. Marcus sera tellement soulagé. Il s'inquiétait de devoir expliquer ta situation professionnelle à des gens qui ont bâti des entreprises valant des milliards de dollars. Tu sais comme il devient anxieux à propos de ces choses-là. La ligne a coupé. J'ai réactivé mon micro et suis retourné à la conférence téléphonique où mon équipe discutait de la performance trimestrielle de mes participations dans la fabrication de semi-conducteurs en Asie du Sud-Est. L'ironie ne m'échappait pas. Mon assistante Catherine a frappé et est entrée avec sa tablette. Votre rendez-vous de 15 heures est prêt. L'équipe de Deloitte est là pour l'audit de portefeuille de fin d'année. Donnez-moi 5 minutes. Après la fin de l'appel avec Singapour, je me suis tenu à la fenêtre de mon bureau, regardant la ligne d'horizon de Manhattan, 42 étages plus bas. La ville bougeait avec son énergie chaotique habituelle. De là, je pouvais voir 3 immeubles que je possédais. Pas que ma famille le sache. Pas qu'ils aient jamais demandé. J'avais 36 ans, et j'avais passé 14 ans à bâtir un empire dont ma famille ignorait l'existence. Cela avait commencé assez simplement. J'étais entré dans le milieu universitaire parce que j'aimais sincèrement enseigner l'éthique des affaires et la gouvernance d'entreprise. J'ai obtenu mon doctorat à 25 ans, décroché un poste dans une université d'État correcte. Ma famille avait été déçue, mais résignée. Au moins, j'avais un emploi stable, même s'il n'était pas lucratif. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma thèse sur les échecs de gouvernance d'entreprise avait attiré l'attention de plusieurs membres de conseils d'administration de grandes entreprises. Ce qui a commencé comme un travail de consultant conseiller les conseils sur les structures de gouvernance, les aider à éviter les pièges éthiques que j'avais étudiés à évoluer vers des postes au sein de conseils d'administration. À 27 ans, j'étais dans mon premier conseil d'administration. À 28 ans, j'étais dans 3. Et puis j'ai commencé à remarquer des schémas. Les entreprises avec une mauvaise gouvernance n'étaient pas seulement des catastrophes éthiques en attente. Elles étaient sous-évaluées. Le marché n'avait pas encore pris en compte leurs risques. Alors, j'ai commencé à les acheter. De petites positions au début, en utilisant l'argent que j'avais économisé grâce aux honoraires de consultation, puis des positions plus importantes, puis des participations de contrôle. J'achetais des entreprises en difficulté avec des problèmes de gouvernance, je réparais leur structure de conseil, mettais en place une surveillance appropriée, et regardais leurs valeurs se multiplier. Je réinvestissais tout. Pas de style de vie luxueux, pas de profil public, juste acquisition après acquisition, entreprise après entreprise. À 30 ans, j'avais un fonds de capital investissement d'une valeur de 340 millions de dollars. À 33 ans, j'avais dépassé le milliard d'actifs sous gestion. À 35 ans, ma valeur nette personnelle avait atteint 2,1 milliards de dollars répartis sur 17 entreprises dans 6 pays. J'enseignais toujours 2 cours par semestre parce que j'aimais ça. Je vivais toujours dans un appartement agréable mais pas ostentatoire. Je conduisais toujours une voiture pratique. Ma famille supposait que mon salaire de professeur était mon seul revenu,
et je ne les ai jamais corrigés. Mais pour la même raison que j'avais commencé à tout documenter des années auparavant, je voulais voir qui il serait quand il penserait que je n'avais rien à offrir. Mon frère Marcus était l'enfant prodige. Diplômé du MIT, recruté par Nexus Systems dès sa sortie de l'école. Maintenant directeur senior de leur division IA à 33 ans. Il gagnait 380 000 $ par an plus des stocks options. Selon les normes normales, il réussissait l'extraordinairement bien. Selon mes normes, c'était un employé. Mais pour nos parents, Marcus était la preuve qu'ils avaient élevé un gagnant. Chaque réunion de famille devenait une vitrine pour la dernière réussite de Marcus, sa promotion, sa nouvelle voiture, son dîner de réseautage avec quelqu'un d'important. Et chaque vitrine nécessitait un faire-valoir, quelqu'un pour contraster avec son succès. Ce quelqu'un, c'était moi. Au moins, Emma a la sécurité de l'emploi, disait papa quand des proches demandaient de mes nouvelles. Titularisation en vue, salaire régulier. Pas excitant, mais stable. Elle ne sera jamais riche, ajoutait maman. Mais elle fait un travail qui a du sens. Nous ne pouvons pas tous être des performants comme Marcus. Au dernier Thanksgiving, Marcus avait amené sa petite amie Sophia, qui travaillait dans le marketing dans une start-up. Au dîner, Sophia a demandé ce que je faisais. Emma est professeure, a dit Marcus avant que je puisse répondre. Éthique des affaires. Des trucs très théoriques. Pas comme le vrai monde des affaires, mais intéressant à sa façon. Papa a ri. C'est diplomate. Emma enseigne aux gens comment les affaires devraient fonctionner. Marcus fait réellement des affaires. Maman m'a tapoté la main. Nous sommes fiers de nos 2 enfants. Le succès prend différentes formes. La condescendance était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Je n'avais rien dit, juste souri et changé de sujet, parce que j'avais appris que se défendre face à des gens qui avaient déjà décidé de votre valeur était inutile. Mieux valait les laisser croire à leur récit et utiliser leur sous-estimation comme camouflage. Et cela avait fonctionné à merveille. Pendant que Marcus travaillait agressivement et publiait chaque victoire professionnelle sur LinkedIn, j'acquérais discrètement des entreprises. Pendant que mes parents se vantaient des stocks options de Marcus, je possédais des actions dans des entreprises valant plus que Nexus Systems. Pendant qu'il plaignait mon salaire de professeur, je gagnais plus en une seule journée grâce au rendement de mon portefeuille que Marcus en un an. La meilleure partie ? Marcus travaillait en fait pour moi d'une certaine manière. Nexus Systems était l'une de mes participations. J'avais acheté une participation de 7% il y a 2 ans quand ils traversaient une crise de gouvernance. J'avais aidé à restructurer leurs conseils, mis en place une meilleure surveillance, et regardé l'action tripler. Marcus n'avait aucune idée qu'une partie de la valeur de ses stocks options provenait de changements que j'avais orchestrés. Mais maintenant son patron, Jackson Reed, organisait une fête de réveillon du Nouvel An, et je n'étais pas assez élite pour y assister. L'ironie était exquise. Catherine frappa à nouveau. Emma, l'équipe de Deloitte commence à s'impatienter. Faites les entrées. L'audit de fin d'année a pris 4 heures. Mon portefeuille avait augmenté de 43% au cours des 12 derniers mois. De nouvelles acquisitions sur les marchés émergents, 3 sorties majeures, 2 introductions en bourse. Les associés de Deloitte m'ont félicité pour ce qu'ils ont appelé une vision stratégique exceptionnelle et l'un des portefeuilles privés les plus impressionnants que nous ayons audités. Après leur départ, j'ai vérifié mon emploi du temps. Demain, c'était la mise à jour de l'indice des milliardaires de Bloomberg, le recalcul annuel qu'ils publiaient la veille du Nouvel An. L'année dernière, j'avais été classé numéro 891. Mon équipe estimait que j'avais considérablement progressé. Mon téléphone vibra. Un texto de Marcus. Maman t'a parlé du Nouvel An. Merci d'être cool à ce sujet. La fête de Reed est censée être dingue. Yann pourrait être là. Peut-être Bezos. Je ne peux pas t'avoir en train de parler de Kant et d'éthique pendant que j'essaie de réseauter. Lol. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu, amuse-toi bien. Un autre texto, cette fois de maman. Je voulais juste dire que nous apprécions vraiment ta compréhension pour le Nouvel An. Marcus a travaillé si dur pour obtenir cette invitation. Nous sommes si fiers de lui. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé ma meilleure amie, Diana, qui dirigeait un fonds spéculatif et était l'une des rares personnes à connaître toute la vérité sur ma richesse. Ils t'ont des invités du Nouvel An, dit-elle immédiatement. Je l'entends dans ta voix.
Maman a appelé, a dit que je les embarrasserais devant le patron milliardaire de Marcus. Le rire de Diana fut tranchant. Jackson Reed? Le type dont tu possèdes partiellement l'entreprise. Ce patron milliardaire? Lui-même. Amy, tu dois leur dire. C'est aller au-delà du drôle, c'est cruel. Ils sont cruels envers eux-mêmes, dis-je. Je les laisse juste faire. Pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'ils meurent, ne sachant jamais que leur fille est plus riche que tout le monde à cette fête réunie? Peut-être. Je n'ai pas décidé. Diana, tu sais ce que je pense? Je pense que tu attends le moment parfait. Le moment où la vérité frappera si fort qu'ils ne pourront pas la nier, la minimiser ou la tourner en quelque chose qui fait quand même paraître Marcus meilleur. Elle n'avait pas tort. L'indice Bloomberg sort demain à minuit, dis-je. Et tu seras dessus, probablement. Certainement. Tu as franchi les 2 milliards de dollars cette année. Tu seras listé. Et au moment où cette liste devient publique, n'importe qui peut googler ton nom et voir exactement à quel point tu es riche. Oui. Donc, si ta famille se trouve être à une fête pleine de milliardaires et de cadres de la tech quand cette liste sort. Et si quelqu'un remarque ton nom? Et si quelqu'un le mentionne à ton frère ou à tes parents? Alors la vérité se révèle sans que j'aie à dire un mot. Tu es diabolique, dit Diana avec admiration. J'adore. Je ne fais rien. J'existe simplement. S'ils découvrent la vérité organiquement, ce n'est pas ma responsabilité. Continue de te dire ça. Que fais-tu pour le nouvel an puisque tu es trop embarrassante pour la fête de famille? Tu travailles? J'ai une réunion du conseil d'administration à Tokyo le 2 janvier. Je vais probablement rester chez moi et préparer. Tu es une milliardaire qui passe le réveillon du nouvel an seule à travailler. Je suis une professeure qui aime sa recherche, corrigez-je. Le truc de milliardaire est juste un effet secondaire. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau alors que le soleil se couchait sur Manhattan. Mon téléphone vibrait de messages de fin d'année de collègues, de membres du conseil, d'investisseurs, des gens qui savaient exactement qui j'étais et ce que j'avais construit. Aucun d'eux n'était de ma famille. Ce soir-là, j'ai reçu un autre texto de Marcus. Au fait, si quelqu'un de l'université demande, ne mentionne pas la fête de Reed. Je ne veux pas que les gens sachent que je traîne avec des milliardaires. Ça fait prétentieux. J'ai répondu, ton secret est en sécurité. Sa réponse, tu es la meilleure. C'est pour ça que tu es ma sœur préférée. J'étais sa seule sœur. Le réveillon du nouvel an arriva froid et clair. J'ai passé la matinée en appel avec mes bureaux de Londres et Francfort, examinant la performance du 4e trimestre de mes participations européennes. L'après-midi fut consacré à l'examen des documents pour la réunion du Conseil de Tokyo. Le soir venu, je me suis changé en vêtements confortables, j'ai préparé le dîner et je me suis installé avec un livre sur la gouvernance d'entreprise dans les marchés émergents. À 22 heures, mon téléphone a commencé à vibrer. Catherine a envoyé un texto, l'indice Bloomberg sort dans 2 heures. Vous êtes assise? Mon contact là-bas dit que vous êtes numéro 673, en hausse par rapport au numéro 891. Votre valeur nette est listée à 2,4 milliards de dollars. J'ai fixé le chiffre. 2,4 milliards de dollars. C'était exact. Plus exact que je ne l'avais prévu, en fait. Bloomberg avait fait ses devoirs. C'est du bon travail de leur part, ai-je répondu. Emma, vous êtes sur le point d'être publiquement listé comme milliardaire. N'importe qui peut googler votre nom et voir ça, y compris votre famille. Je suis au courant. Et ils sont à une fête avec Jackson Reed et tous les milliardaires de la tech de New York. Je suis au courant de ça aussi. Vous allez vraiment laisser ça se dérouler organiquement? Je ne laisse rien arriver. Je ne l'empêche simplement pas. À 23h30, mon téléphone sonna. Diana. Tu regardes les réseaux sociaux, demanda-t-elle. Non. Je devrais? Plusieurs personnes du monde de la tech publient des choses sur le fait d'être à la fête de Reed. Je viens de voir une photo qui inclut ton frère en arrière-plan. Il est là, Emma. Il est là avec tes parents, et dans 90 minutes la liste Bloomberg sort. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne peux pas contrôler quand Bloomberg publie son indice. Je ne peux pas contrôler qui est à quelle fête.
J'existe juste. Diana, tu es impossible. J'arrive. Tu ne devrais pas regarder ça toute seule. Je ne regarde rien. Je lis. Mais elle est venue quand même, arrivant à 23h45 avec du champagne et un ordinateur portable. Si on doit regarder le monde de ta famille imploser, dit-elle, autant le faire correctement. À 23h58, nous étions assises sur mon canapé. Son ordinateur portable était ouvert sur le site de Bloomberg. L'indice de l'année en cours était toujours affiché. À minuit, il s'actualiserait avec les nouvelles données. Dernière chance de les appeler, dit Diana. Préviens-les. Ils m'ont désinvité du Nouvel An parce que je les embarrasserai. Je pense qu'ils ont été clairs sur leurs sentiments. Bon point. À minuit pile, la page s'actualisa. Diana fit défiler la liste. Nous y voilà. Numéro 673. Emma Chin, valeur nette, 2,4 milliards de dollars. Source principale, participation en capital investissement, fabrication de semi-conducteurs, conseil en gouvernance tech. Elle tourna l'ordinateur portable vers moi. Il y avait mon nom, ma valeur nette, tout public. Pendant environ 30 secondes, rien ne se passa. Puis mon téléphone s'illumina comme un arbre de Noël. Le premier texto venait d'un membre du conseil. Félicitations pour être sur la liste. Reconnaissance bien méritée. Puis un autre d'un collègue de l'école de commerce. Je n'avais aucune idée, Emma. C'est incroyable. Puis un autre. Je viens de voir l'indice Bloomberg. Tu nous avais caché ça. Il continuait d'arriver. Des douzaines. Collègues, anciens étudiants, contacts professionnels, réalisant tous soudainement que la professeure d'éthique des affaires qu'ils connaissaient était aussi milliardaire. Diana regardait quelque chose sur son ordinateur portable. Oh mon Dieu. Quoi? Le Twitter financier devient fou. Les gens font des recherches approfondies sur tes participations. Quelqu'un vient de poster, Emma Chin enseignait l'éthique des affaires tout en dirigeant un empire de 2,4 milliards de dollars. Légende. Ça a déjà 15 000 likes. Mon téléphone sonna. Catherine. Emma, je reçois des appels de journalistes. Bloomberg, Wall Street Journal, Forbes. Ils veulent tous des interviews sur la façon dont vous avez bâti votre richesse tout en maintenant une carrière universitaire. Qu'est-ce que je dois leur dire? Dites-leur que je ne suis pas disponible pour commenter. Ils sont très persistants. Alors dites-leur d'envoyer leur demande par email au département des relations publiques de l'université. Ça devrait les ralentir. D'autres textos affluaient. Puis mon téléphone sonna avec un numéro inconnu. Je le refusai. Il sonna à nouveau immédiatement. Refusé encore. Diana faisait défiler les réseaux sociaux, riant de temps en temps. Quelqu'un a trouvé ta page Rate My Professor. Le commentaire le plus populaire est maintenant, elle m'a donné un B+, mais elle vaut 2,4 milliards de dollars alors je suppose qu'elle sait de quoi elle parle. Malgré tout, je souris. Puis à minuit 23, mon téléphone sonna avec un numéro que je reconnus. Marcus. Je regardai Diana. Elle hocha la tête. Je décrochai. Allô? Emma? Sa voix était étranglée, presque paniquée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vas devoir être plus précis. L'indice des milliardaires de Bloomberg. Ton nom est dessus. Ça dit que tu vaux 2,4 milliards de dollars. Oui, ça semble correct. Qu'est-ce que tu veux dire par ça semble correct? Comment peux-tu être milliardaire? Tu es prof. Je suis les deux, en fait. J'enseigne 2 cours par semestre et je gère un portefeuille de capital investissement. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Je pouvais entendre du bruit en arrière-plan. Des bruits de fête, des gens qui parlaient. Quelqu'un criait. Ça doit être une erreur, dit Marcus. Bloomberg a fait une erreur. Ils ont la mauvaise Emma Chin ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une erreur, Marcus. Mais tu enseignes dans une université d'État. Tu conduis une Honda. Tu vis dans un appartement d'une chambre. 2 chambres, en fait. Et oui, je fais toutes ces choses. Aucune d'elles ne m'empêche de gérer aussi un portefeuille de plusieurs milliards de dollars. Maman, cria-t-il loin du téléphone. Elle dit que c'est vrai.
Elle dit qu'elle est en fête. Sa voix se coupa. Puis la voix de maman. Emma, ma chérie, il y a une confusion ici. Les gens disent que tu es sur une liste de milliardaires. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, maman. Mais tu es professeur. Tu gagnes quoi? 85 000 $ par an. 127 000 $. En fait, c'est mon salaire d'enseignante. Oui. Alors comment? Je ne comprends pas, je dirige aussi un fonds de capital investissement. Je le fais depuis 14 ans. J'achète des entreprises, je répare leur structure de gouvernance et j'augmente leur valeur. Actuellement, je gère environ 2,4 milliards de $ d'actifs. Le silence à l'autre bout était profond. Puis, la voix de papa. Laisse-moi lui parler. Emma, c'est une sorte de blague, c'est ça? Tu nous fais marcher. Non, papa. C'est réel. Ça l'est depuis des années. Des années? Combien d'années? J'ai franchi mon premier milliard il y a environ 3 ans. Je suis dans le capital investissement depuis 14 ans. 14 ans. Sa voix se brisa. Tu fais ça depuis 14 ans et tu ne l'as jamais mentionné? Vous n'avez jamais demandé. Jamais demandé? Emma, on n'attend pas qu'on nous demande quelque chose comme ça. Pourquoi? Vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail de consultant. Jamais posé de questions sur mes postes au conseil d'administration. Jamais demandé d'où venait l'argent pour mon appartement ou comment je pouvais me permettre de voyager dans 6 pays l'année dernière avec un salaire de professeur. Vous avez juste supposé que je m'en sortais à peine. La voix de maman revint. Nous devons parler de ça. Où es-tu? Viens à la fête tout de suite. Nous devons, je n'ai pas été invité à la fête. Tu te souviens? Je vous embarrasserai devant le patron milliardaire de Marcus. Le bruit en arrière-plan changea. Quelqu'un parlait avec urgence. Marcus revint à l'appareil. Emma, putain de merde. Jackson Reed, mon patron. Il vient de demander si je suis apparenté à toi. Il sait qui tu es. Il a dit que tu possèdes 7% de Nexus System. Est-ce vrai? Oui. Tu possèdes une partie de l'entreprise pour laquelle je travaille? J'ai aidé à restructurer votre conseil d'administration il y a 2 ans pendant cette crise de gouvernance. L'action a triplé depuis. De rien. Au fait, tes options valent beaucoup plus grâce à mon travail. Oh mon Dieu, sa voix était faible. Tout le monde ici sait qui tu es. Reed vient de dire que tu es l'une des expertes en gouvernance les plus respectées dans le capital investissement. Quelqu'un d'autre a dit que tu sièges à 12 conseils d'administration. Le gars de Sequoia Capital a dit qu'il essayait d'obtenir un rendez-vous avec toi depuis 2 ans. C'est exact. Et nous? Il s'arrêta. Nous t'avons des invités. Maman t'a dit de ne pas venir parce que tu nous embarrasserais. Oui. Parce que vous pensiez que j'étais juste une professeure. Oui. Alors que tu es en fait plus riche que presque tout le monde à cette fête. Je n'ai pas fait un inventaire complet de la liste des invités, mais statistiquement, probablement oui. Je l'entendis parler à quelqu'un. Sa voix étouffée. Puis, Emma, Reed veut te parler. Il demande ton numéro. Qu'est-ce que je dois lui dire? Dis-lui d'envoyer un email à mon assistante. Ses coordonnées sont sur le site web de mon entreprise. Le site web de ton entreprise. Tu as un site web d'entreprise. Sterling Governance Partners. Il est actif depuis 12 ans. 12 ans? Il avait l'air hébété. On aurait pu te googler à tout moment. Oui. La voix de maman à nouveau. Emma, ma chérie, nous avons besoin de te voir tout de suite. C'est. Nous ne savions pas. Nous devons en parler en famille. Il est plus de minuit, maman. Je ne vais pas voyager jusqu'au Hampton. Alors nous viendrons à toi. On peut être là dans 2 heures. Non, je vais me coucher. J'ai du travail demain. Du travail? Quel travail? C'est le jour de l'an. J'ai une réunion du conseil d'administration à Tokyo. C'est déjà l'après-midi là-bas. Une réunion du conseil d'administration à Tokyo? Emma, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous découvrez que je ne suis pas qui vous pensiez que j'étais.
Ce n'est pas mon urgence, maman. C'est la vôtre. J'ai raccroché. Diana me fixait avec des yeux écarquillés. C'était brutal. C'était honnête. Mon téléphone recommença immédiatement à sonner. Je le mis en silencieux. Ils vont perdre la tête, dit Diana. Ils l'ont déjà perdu. Au cours de l'heure suivante, j'ai reçu 43 appels de membres de la famille, 12 messages vocaux et 68 textos. Je n'en ai lu aucun et n'ai répondu à aucun appel. Au lieu de cela, Diana et moi avons bu du champagne et regardé les réseaux sociaux s'enflammer. L'histoire était déjà partout. Professeur milliardaire secret. L'enseignante d'éthique qui a bâti un empire de 2,4 milliards de dollars en silence. La milliardaire la plus humble de la liste. Quelqu'un avait trouvé une vieille interview que j'avais faite sur la gouvernance d'entreprise et l'avait postée avec la légende, elle enseignait aux milliardaires comment diriger leurs entreprises tout en prétendant être fauché. Un ancien étudiant a tweeté, le professeur Chin m'a donné un C+ à mon examen final d'éthique, et j'étais en colère. Maintenant je découvre qu'elle est milliardaire et qu'elle fait vraiment de l'éthique dans les affaires. Ce C+ était peut-être généreux. Diana lisait quelque chose sur son ordinateur portable et riait. Quelqu'un a trouvé le LinkedIn de Marcus. Il poste constamment sur son boulot. Plein de fausses modesties à propos de son travail avec des gens importants. Et maintenant tout le monde commente, ta sœur donne-t-elle un cours magistral sur l'humilité? Et ta sœur possède une partie de ton entreprise et ne te l'a jamais dit. C'est une dynamique familiale de niveau supérieur. Pauvre Marcus. Pauvre Marcus? Rien du tout. Il a envoyé un texto au LOL sur le fait de parler de Kant pendant qu'il travaillait. Il l'a mérité. À 2 heures du matin, mon téléphone sonna avec un numéro que je ne reconnus pas. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mademoiselle Chin, c'est Jackson Reed. J'espère que je n'appelle pas trop tard. Je me suis redressé. Monsieur Reed, c'est inattendu. Je suis à ma fête du Nouvel An et je viens d'avoir une conversation très intéressante avec votre frère et vos parents. Ils semblaient surpris d'apprendre votre carrière. C'est exact. Je voulais vous contacter personnellement, d'abord pour m'excuser. Votre frère a mentionné que vous n'étiez pas invité à l'événement de ce soir parce que votre famille pensait que vous ne seriez pas à votre place parmi des invités d'élite. Je trouve cela sombrement ironique, étant donné que vous êtes l'une des personnes les plus accomplies qui auraient pu être ici. J'apprécie cela. Deuxièmement, je voulais vous remercier. Votre travail de restructuration du conseil de Nexus il y a 2 ans a sauvé cette entreprise. Le cadre de gouvernance que vous avez mis en place a été transformateur. J'ai recommandé votre cabinet à une 12aine d'autres PDG. Je suis heureuse que cela ait été utile. Troisièmement, je suis profondément embarrassé de ne pas avoir fait le lien plus tôt. Votre frère travaille pour moi. Je sais que vous êtes sa sœur, mais je ne vous ai jamais relié à Emma Chin de Sterling Governance Partners. C'est inexcusable. Vous n'aviez aucune raison de faire ce lien. Je garde ma vie de famille et ma vie professionnelle séparées. Clairement. Puis-je demander pourquoi? J'ai réfléchi à cela. Parce que je voulais voir qui il serait quand il penserait que je n'avais rien. Et je voulais construire quelque chose qui était entièrement à moi, non lié à ma famille, non dépendant de leur approbation ou de leur compréhension. Il resta silencieux un moment. C'est remarquablement discipliné et quelque peu déchirant. Ça a été éducatif. Je l'imagine. Écoutez, je sais que le moment est mal choisi, mais j'aimerais discuter de certains défis de gouvernance auxquels nous sommes confrontés dans nos divisions internationales. Seriez-vous ouverte à une réunion en janvier? Faites contacter mon assistante par votre bureau. Nous trouverons un moment. Parfait. Et mademoiselle Chin, votre famille est toujours là. Ils sont très impatients de vous parler. Votre mère m'a demandé 3 fois si je pouvais vous convaincre de venir à la fête. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que si vous aviez été invité initialement, vous seriez peut-être venu. Mais les gens qui désinvitent quelqu'un et le réinvitent ensuite quand ils découvrent sa valeur ne sont généralement pas récompensés par de la conformité. J'ai souri. C'est astucieux. J'ai une bonne gouvernance d'entreprise. J'ai appris des meilleurs. Il fit une pause. Ils apprennent une leçon difficile ce soir. Plusieurs de mes invités ont fait des commentaires pointus sur l'ironie de la situation. Je n'avais pas l'intention de les embarrasser. Vous ne l'avez pas fait.
Ils se sont embarrassés eux-mêmes. Vous avez simplement existé et la vérité est sortie. Il y a une différence. Après avoir raccroché, Diana m'a regardé. Jackson Reed t'a appelé personnellement à 2 heures du matin pour s'excuser et demander une réunion. Apparemment, ton frère doit être en train de mourir. Ce n'est pas mon problème. Mais elle avait probablement raison. Marcus avait passé des années à se positionner comme le frère qui réussit, celui avec des relations, celui qui comprenait comment fonctionnaient les vraies affaires. Et en une nuit, tout ce récit s'était effondré. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. À 3 heures du matin, Diana est partie, me faisant promettre d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai finalement regardé mes messages. 47 de Marcus, allant de la panique à la colère en passant par quelque chose qui ressemblait à du chagrin. 32 de maman, toutes des variations de « nous devons parler » et « s'il te plaît appelle-nous ». 18 de papa, plus modéré mais tout aussi urgent. Et 1 de Sophia, la petite amie de Marcus, je me suis toujours demandé pourquoi tu ne les corrigeais jamais quand ils te parlaient avec condescendance. Maintenant je comprends. Tu rassemblais des données sur qui ils étaient vraiment. C'est la chose la plus au professeur que j'ai jamais vue. J'ai souri et éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis envolé pour Tokyo. Ma réunion du conseil s'est bien passée. Nous avons finalisé une fusion qui créerait un géant de la fabrication de semi-conducteurs d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. Je suis revenu à New York le 3 janvier pour trouver 143 appels manqués de membres de la famille. J'ai finalement appelé mes parents le 4 janvier. Maman a répondu immédiatement. Emma, Dieu merci. Nous essayons de te joindre depuis des jours. J'étais à Tokyo pour le travail. Le travail? C'est vrai. Ta réunion du conseil. Elle l'a dit comme si elle traitait encore le fait que ces mots s'appliquaient à moi. Emma, nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin de parler d'eux. De tout. D'accord. Peux-tu venir dîner ce soir? Non. J'ai une réunion de faculté demain, puis j'enseigne demain soir. Tu enseignes toujours? La voix de papa s'est jointe. Il m'avait mise sur haut-parleur. Emma, tu es milliardaire. Pourquoi enseignes-tu encore? Parce que j'aime enseigner. Ma richesse ne change pas ça. Mais tu pourrais. Tu pourrais faire n'importe quoi. Tu pourrais prendre ta retraite, voyager, profiter de ton argent. J'aime enseigner. J'aime ma recherche. J'aime réparer des entreprises brisées. Pourquoi arrêterais-je de faire des choses que j'aime? La voix de maman se brisa. Nous ne comprenons juste pas pourquoi tu ne nous l'as jamais dit. 14 ans, Emma. 14 ans à nous laisser penser que tu galérais. Je n'ai jamais dit que je galérais. Vous l'avez supposé. Mais tu ne nous as jamais corrigés. Vous n'avez jamais demandé. En 14 ans, aucun de vous ne m'a posé une seule question substantielle sur mon travail. Vous demandiez si je faisais toujours le truc de l'enseignement ou si j'avais pensé à une vraie carrière. Vous n'avez jamais demandé pour quelles entreprises je consultais, à quel conseil je siégeais, ce que ma recherche impliquait réellement. Vous avez juste supposé que je m'en sortais à peine, et cette supposition était suffisante. Le silence s'étira. Finalement, papa parla. Nous t'avons laissé tomber. Oui, dis-je simplement. C'est vrai. Peut-on réparer ça? Demanda maman. Peut-on? Peut-on recommencer? Je ne sais pas. Cela dépend si vous pouvez me respecter quand je ne performe pas le succès pour vous. Si vous pouvez m'estimer quand je ne dépasse pas vos attentes de manière que vous comprenez. Bien sûr que nous le pouvons. Le pouvez-vous vraiment? Parce qu'en ce moment vous vous intéressez à moi parce que je suis milliardaire. Parce que je vous ai embarrassé à la fête du patron de Marcus. Parce que je suis soudainement précieuse de manière que vous reconnaissez. Mais je suis la même personne que j'étais le 30 décembre quand vous m'avez désinvité du Nouvel An. La seule chose qui a changé, c'est votre perception. Ce n'est pas juste, dit papa. Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Vraiment? Ou aimez-vous la version de moi qui correspond à votre récit? Parce que quand je ne correspondais pas à ce récit, quand j'étais juste une professeure qui ne vous rendait pas fier, vous m'avez désinvité des événements familiaux. Vous avez rejeté ma carrière. Vous m'avez utilisé comme contraste pour faire paraître Marcus meilleur. Nous n'avons jamais voulu, commença maman.
L'intention ne compte pas, maman. L'impact, si. C'est quelque chose que j'enseigne en éthique des affaires. On ne peut pas juger une action uniquement par l'intention derrière elle. Il faut regarder les conséquences. La voix de Marcus se joignit. Emma, je suis là aussi. Je dois m'excuser pour tout. Pour chaque fois que je t'ai présenté comme juste une professeure. Pour chaque fois que je t'ai coupé la parole au dîner de famille. Pour ce texto sur Kant. Pour ne pas t'avoir invité au Nouvel An. J'apprécie cela. Reed m'a demandé hier si je savais que tu possédais une partie de Nexus. J'ai dû lui dire non. Je n'avais aucune idée que ma sœur était une actionnaire majeure de l'entreprise pour laquelle je travaille. Sais-tu ce que j'ai ressenti? J'imagine que c'était humiliant. Ça l'était. Et j'ai mérité cette humiliation. Jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Puis-je te demander quelque chose? Sa voix était calme. Pourquoi as-tu laissé ça durer si longtemps? Tu aurais pu nous corriger il y a des années. Une conversation et nous aurions su. Pourquoi attendre que ça explose publiquement? J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Parce que j'avais besoin de voir qui vous étiez tous quand vous pensiez que je n'avais rien à offrir. J'avais besoin de voir si votre amour et votre respect étaient conditionnels au succès. Et j'avais besoin de construire quelque chose qui était complètement séparé de cette famille, quelque chose dont vous ne pouviez pas revendiquer le crédit ou diminuer. Et maintenant tu sais, dit-il. Notre amour était conditionnel. Notre respect était transactionnel. Oui. Maman pleurait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment répare-t-on ça? Vous commencez par comprendre que vous ne pouvez pas réparer 14 ans de rejet avec des excuses. Vous commencez par reconnaître que la fille que vous avez plainte réussissait au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer. Et vous commencez par vous demander pourquoi vous valorisiez le salaire de 380 000 $ de Marcus plus que ma passion pour l'enseignement sans jamais prendre la peine de regarder sous la surface. Nous sommes tellement désolés, dit papa. Nous sommes tellement désolés. Je sais. Mais désolé n'efface pas les dommages. Désolé ne change pas le fait que vous m'avez désinvité du Nouvel An parce que je vous embarrasserai. Désolé ne change pas le fait que vous avez passé des années à faire de moi la déception de la famille. Que pouvons-nous faire? Demanda maman désespérément. Dis-nous quoi faire. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de décider si je veux reconstruire une relation avec des gens qui ne m'ont valorisé que lorsqu'ils ont découvert ma valeur nette. Ce n'est pas comment ça Marcus. Si, ça l'est. Soyez honnête. Si Bloomberg n'avait pas publié cette liste, si vous n'aviez jamais découvert ma richesse, est-ce que l'un d'entre vous m'appellerait en ce moment? M'auriez-vous invité à Pâques, au prochain mariage familial? Ou serais-je toujours la fille décevante qui a choisi le monde universitaire plutôt que le succès? Aucun d'eux ne répondit. C'est ce que je pensais, dis-je doucement. Je vous contacterai quand je serai prête. D'ici là, j'ai besoin d'espace. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 semaines plus tard, j'étais dans mon bureau quand Catherine sonna. Emma, vous avez une visiteuse. Elle dit qu'elle est votre mère et qu'elle ne partira pas tant qu'elle ne vous aura pas vu. J'ai soupiré. Faites-la entrer. Maman semblait plus petite, d'une certaine manière plus vieille. Elle s'assit en face de mon bureau et regarda autour d'elle le bureau. La vue sur la ligne d'horizon, l'art coûteux, les marqueurs subtils d'une richesse sérieuse. Je n'ai jamais vu où tu travailles, dit-elle doucement. Tu n'as jamais demandé. Je sais. Elle tordait ses mains. Emma, j'ai passé les 2 dernières semaines à penser à tout, à lire sur ta carrière, à passer en revue de vieilles conversations, et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Quoi donc? Tu nous l'as dit. Pas directement, mais tu as essayé. Il y a 3 ans, tu as mentionné que tu avais acheté un nouvel appartement. J'ai dit comme c'est gentil, les professeurs doivent avoir de bons prêts hypothécaires. Tu as dit en fait j'ai payé comptant. J'ai dit ça devait être un petit endroit et j'ai changé de sujet. Tu as essayé de me le dire et je n'ai pas écouté. Je me souvenais de cette conversation. Il y a 5 ans, continua TL, tu as mentionné que tu volais vers Singapour pour le travail. J'ai dit quoi? Une conférence académique? Tu as dit réunion du conseil. En fait, j'ai ri et j'ai dit réunion du conseil? Comme c'est chic?
Comme si c'était une blague. Tu as essayé de me le dire et je me suis moqué de toi. Je me souviens qu'il y a 7 ans, tu as dit à ton père qu'on t'avait demandé de rejoindre un conseil d'administration. Il a dit ils doivent être désespérés s'ils demandent à des professeurs. Tu as dit c'est une entreprise du Fortune 500. Il a dit les biens, chaque conseil a besoin de quelqu'un pour prendre des notes. Et tu as juste arrêté d'essayer de nous le dire. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Nous n'avons pas seulement manqué de demander, Emma. Nous t'avons activement empêché de nous le dire. Chaque fois que tu essayais de partager quelque chose sur ta vraie carrière, nous le rejetions. Nous avons clairement fait comprendre que nous n'étions pas intéressés par tout ce qui ne correspondait pas à notre récit. Oui, dis-je. Vous l'avez fait. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu veuilles une relation avec nous. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que nous avons fait. Nous n'avons pas seulement ignoré ton succès. Nous t'avons puni d'avoir essayé de le partager. Elle se leva pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur ton travail. Les entreprises que tu as sauvées, les conseils que tu as restructurés, la façon dont tu as changé la manière dont les entreprises pensent la gouvernance. Tu as fait plus pour rendre les affaires éthiques que la plupart des gens ne le font en 10 vies. Merci. Je suis fier de toi. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais je le suis. Ça ne veut pas rien dire, dis-je prudemment. C'est juste compliqué. Je comprends. Elle marcha vers la porte, puis se retourna. Marcus m'a demandé de te dire quelque chose. Il suit une thérapie, pour gérer certaines choses sur la façon dont il a construit son identité autour du fait d'être le frère qui réussit. Il voulait que tu saches qu'il y travaille. C'est bien. Et ton père lit tes articles publiés. Il dit qu'il n'en comprend pas la moitié, mais il essaie. C'est bien aussi. Après son départ, je suis resté assise à mon bureau pendant un long moment à réfléchir. 3 mois plus tard, j'ai pris un café avec Marcus. Il avait l'air différent, moins poli, plus authentique. J'ai quitté Nexus, dit-il. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je travaillais là-bas en partie pour rivaliser avec une sœur qui ne rivalisait pas avec moi. Parce que je construisais mon identité autour du fait d'être celui qui réussit. Et cette fondation était pourrie. J'avais besoin de découvrir qui je suis quand je ne suis pas comparé à toi. Où travailles-tu maintenant? Une organisation à but non lucratif, en fait. Défense de la santé. Le salaire est terrible. Le travail a du sens. Je suis nul pour l'instant, mais j'apprends. J'ai souri. C'est courageux. C'est en retard. Il fit une pause. Je voulais aussi te dire quelque chose. Reed. Jackson Reed. Il m'a offert une promotion. Plus d'argent, plus de prestige. Et j'ai réalisé qu'il me l'offrait à cause de toi. Parce que je suis ton frère. Parce qu'il veut avoir accès à toi et pense que me promouvoir aidera. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. Je lui ai dit que s'il voulait travailler avec toi, il devrait t'approcher directement. Que je n'allais pas utiliser notre relation comme un atout professionnel. Il me regarda. J'ai passé des années à te diminuer pour m'élever. J'en ai fini avec ça. J'apprécie cela. Sommes-nous? Pouvons-nous? Il luttait avec les mots. Pouvons-nous être frères et sœurs à nouveau? De vrais frères et sœurs, pas des concurrents? J'aimerais ça, dis-je. Mais ça va prendre du temps. Je comprends. J'ai le temps. 6 mois après la sortie de la liste Bloomberg, ma famille et moi nous sommes rencontrés pour dîner. Pas chez eux, pas dans un restaurant chic, mais dans un petit endroit italien près de mon appartement. Nous avons parlé prudemment, honnêtement. Ils ont posé de vraies questions sur mon travail. J'ai posé des questions sur le leur. Nous n'avons pas prétendu que les 14 dernières années n'avaient pas eu lieu. Nous n'avons pas prétendu que tout allait bien, mais nous avons commencé à reconstruire. Maman a demandé ce qui m'avait finalement fait réussir. Je l'ai corrigé, pas ce qui m'a fait réussir. Qu'est-ce qui vous a finalement fait voir que je réussissais depuis le début? Elle a hoché la tête, acceptant la correction. Papa a demandé si je leur en voulais. Je lui ai dit la vérité, parfois. Mais surtout je suis reconnaissante. Vous m'avez appris que ma valeur ne dépend pas de la validation externe.
Vous m'avez appris à construire des choses en silence et à laisser le travail parler de lui-même. Vous m'avez appris qu'être sous-estimé est un avantage. Ce sont des leçons terribles à enseigner pour des parents, dit-il doucement. Peut-être. Mais je les ai bien apprises. 1 an après le réveillon du Nouvel An, je donnais une conférence invitée à la Harvard Business School. Le sujet était la gouvernance d'entreprise, mais quelqu'un a posé une question sur ma famille. J'ai entendu dire que vous avez bâti toute votre carrière en secret de votre famille. Est-ce vrai? Pas en secret, corrigeai-je. Je ne l'ai simplement pas annoncé. Il y a une différence. Mais pourquoi? La plupart des gens veulent la reconnaissance de leur famille. J'y ai réfléchi attentivement. Parce que je voulais voir qui ils seraient quand ils penseraient que je n'avais rien. Je voulais savoir si leur amour était conditionnel, et je voulais construire quelque chose qui était entièrement à moi, non lié aux attentes familiales, non dépendant de leur approbation. Et qu'avez-vous appris? J'ai appris que l'amour de la plupart des gens est plus conditionnel qu'ils ne voudraient l'admettre. J'ai appris qu'être sous-estimé est un avantage stratégique. Et j'ai appris que la seule validation qui compte est la valeur que vous créez. Regrettez-vous comment c'est arrivé? La découverte publique? Non. Si je leur avais dit en privé, ils auraient pu contrôler le récit. Ils auraient pu le minimiser ou le tourner d'une manière ou d'une autre. La découverte publique signifiait qu'ils devaient affronter la pleine réalité d'un coup. Pas de filtre, pas de tournure. Cela semble dur, peut-être, mais 14 ans de rejet étaient durs aussi. Parfois, la vérité doit frapper assez fort pour qu'elle ne puisse pas être niée. L'étudiant hocha lentement la tête. Donc, vous avez bâti un empire de 2,4 milliards de dollars en partie pour prouver quelque chose à votre famille? Non, corrigeai-je. Je l'ai bâti parce que je suis doué pour identifier la valeur que les autres manquent. Le fait que ma famille ait manqué ma valeur pendant 14 ans. C'était juste une donnée. Une donnée utile, mais pas la motivation. Après la conférence, j'ai vérifié mon téléphone. Un texto de maman. J'ai regardé ta conférence à Harvard en ligne. Tu étais brillante. Papa et moi sommes si fiers. J'ai souri et répondu, merci. Dîner la semaine prochaine? Nous aimerions beaucoup. Un autre texto de Marcus. Ta conférence était incroyable. Aussi, je viens d'être promu à l'assaut. Il s'avère que je suis plutôt bon à ça quand je n'essaie pas de rivaliser avec toi. Félicitations. C'est bien mérité. Merci, Emma. Merci de ne pas nous avoir complètement abandonnés. Nous ne méritions pas ta patience. Nous sommes une famille. Nous apprenons. En traversant la cour de Harvard pour retourner à mon hôtel, j'ai pensé à ce réveillon du Nouvel An il y a 14 mois. Le moment où la liste Bloomberg est sortie. Le moment où mon téléphone a explosé. Le moment où le récit de ma famille s'est brisé. Les gens demandaient si je l'avais planifié. Si j'avais orchestré la révélation publique. La vérité était plus simple. J'ai juste vécu ma vie, bâti mes entreprises, donné mes cours. La liste Bloomberg allait être publiée quoi qu'il arrive. Ma famille allait être à cette fête quoi qu'il arrive. La collision était inévitable. Je n'avais pas organisé leur humiliation. J'avais simplement arrêté de les protéger de la réalité. Et la réalité, comme je l'enseigne dans mes cours d'éthique des affaires, a une façon de se faire connaître tôt ou tard. Vous pouvez l'ignorer, la rejeter, prétendre qu'elle n'existe pas. Mais finalement, la vérité émerge. Parfois à minuit le soir du Nouvel An. Parfois devant votre patron milliardaire. Parfois sous la forme d'un classement Bloomberg qui prouve que la fille que vous avez rejetée est plus riche que tout le monde à la fête réunie. La vérité n'a pas besoin de vengeance. Elle a juste besoin de temps. Et je lui avais donné 14 ans. C'était assez.